Avant de commencer ce voyage, il faut comprendre une chose très simple. Lorsque nous regardons l'univers, rien ne nous parvient instantanément. La lumière voyage extrêmement vite, près de 300 000 km par seconde. À cette vitesse, elle pourrait faire plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. La lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde à nous parvenir. Celle du Soleil voyage pendant environ 8 minutes. Et celle de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la nôtre, met plus de 4 ans avant d'atteindre la Terre. Mais la lumière visible n'est pas la seule à voyager ainsi. Les ondes radio appartiennent, elles aussi, à la grande famille des ondes électromagnétiques. Elles ne sont pas de la lumière visible. Nos yeux ne peuvent pas les percevoir. Pour les détecter, nous avons besoin d'antennes. Pourtant, dans le vide de l'espace, elles se déplacent à la même vitesse que la lumière visible. Un signal radio envoyé vers la Lune met un peu plus d'une seconde pour y arriver. Vers le Soleil, il lui faudrait environ 8 minutes. Et vers Proxima du Centaure, plus de 4 ans. Cela signifie que ce qu'une civilisation située à 100 années-lumière reçoit aujourd'hui de la Terre est partie il y a 100 ans. Les premières ondes radio qui ont réellement quitté la Terre se trouvent donc aujourd'hui à un peu plus de 100 années-lumière de nous. À mesure qu'elles poursuivent leur route, la région de l'espace qu'elles ont traversée continue de s'agrandir. Mais atteindre une étoile ne signifie pas nécessairement y être détectable. En s'éloignant de leur source, les ondes se dispersent et deviennent de plus en plus faibles. Certaines émissions très puissantes, comme celles de grands radars, pourraient être repérées à une distance considérable par des instruments suffisamment sensibles. Nos communications ordinaires, elles, deviendraient beaucoup plus difficiles à distinguer du bruit naturel de l'univers. Car l'univers produit lui-même des ondes radio. Les étoiles en émettent. Les pulsars aussi. Même certaines planètes peuvent en produire. Pour découvrir une civilisation, il ne suffit donc pas de capter quelque chose. Il faut reconnaître, au milieu de tous ces phénomènes naturels, une émission qui pourrait avoir été fabriquée. C'est l'objectif des recherches que l'on regroupe sous le nom de SETI. Sur Terre, de grands radiotélescopes observent certaines régions du ciel et examinent de nombreuses fréquences. Ils recherchent notamment des signaux très étroits ou très réguliers, susceptibles de révéler une technologie. Mais même un signal étonnant ne suffirait pas à prouver qu'une civilisation l'a envoyé. Il faudrait le détecter de nouveau. Vérifier qu'il vient réellement de l'espace. Écarter un satellite, un appareil terrestre ou une interférence. Puis demander à d'autres observatoires de le confirmer. Jusqu'à aujourd'hui, aucune émission extraterrestre n'a franchi toutes ces étapes. Nous n'avons encore reçu aucun message dont l'origine intelligente soit certaine. Pourtant, nous continuons à écouter. Et quelque part, une autre civilisation fait peut-être la même chose. Mais lorsqu'elle regarde vers la Terre, elle ne voit jamais notre monde tel qu'il est au moment où nous parlons. Elle en reçoit une image plus ancienne, de quelques années, de quelques siècles, ou de beaucoup plus longtemps encore. Dans l'univers, regarder loin ne signifie pas seulement regarder ailleurs. Cela signifie toujours regarder avant. Et c'est là que commence véritablement notre histoire. Quelque part, très loin d'ici, une civilisation observe peut-être notre étoile. Ces instruments sont pointés exactement dans la bonne direction. Elle a repéré le Soleil au milieu de milliards d'autres étoiles. Elle a peut-être même découvert la petite planète rocheuse qui tourne autour de lui. La Terre, avec des instruments bien plus puissants que les nôtres, elle pourrait étudier notre atmosphère,
deviner la présence d'océans et y reconnaître les signes d'un monde vivant. Elle saurait alors que la Terre existe, mais elle ne trouverait aucune trace de nous, aucun signal artificiel assez puissant pour être détecté par elle, aucune technosignature qu'elle soit capable de reconnaître. Rien qui lui permette de deviner que, sur cette petite planète, quelqu'un regarde aussi les étoiles. S'est-elle trompée? A-t-elle observé le mauvais monde? Non. Elle regarde exactement au bon endroit. Seulement, elle ne regarde pas la Terre à la bonne époque. Selon la distance qui nous sépare, notre planète peut lui apparaître telle qu'elle était avant la radio, avant l'électricité, ou si cette civilisation se trouve beaucoup plus loin, avant même l'apparition de notre espèce. Nous existons ici, aujourd'hui. Mais dans l'époque de la Terre qu'elle observe, nous sommes encore absents. Regarder au bon endroit ne suffit donc pas. Il faut aussi que le regard rencontre le bon moment. Et ce moment est peut-être beaucoup plus difficile à atteindre que nous l'imaginons. Les scientifiques le savent, eux aussi. Nuit après nuit, des télescopes et des radiotélescopes étudient des étoiles à la recherche d'une planète, d'une atmosphère inhabituelle ou d'un signal artificiel. Mais chaque observation leur apporte des informations parties autrefois. Une étoile située à 1000 années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 1000 ans. Si une civilisation existe autour d'elle aujourd'hui, sa présence actuelle ne peut pas encore nous être parvenue. Et si une civilisation y était détectable il y a 1000 ans, rien ne garantit qu'elle le soit encore. Sa technologie peut avoir changé. Ses émissions peuvent s'être tues. Sa civilisation peut même avoir disparu. Nos instruments peuvent donc viser exactement le bon système planétaire et ne rien trouver de ce qui s'y produit aujourd'hui. Ils ne nous donnent pas accès au présent de ce monde. Ils nous donnent accès à l'époque dont la lumière ou les ondes radio arrivent jusqu'à nous. C'est le premier piège du temps, le plus simple à comprendre et pourtant l'un des plus troublants. Voir loin dans l'univers, ce n'est jamais seulement voir ailleurs, c'est toujours voir avant. La vraie question n'est donc pas seulement où regarder, c'est aussi de quelle époque ce que nous recevons est-il parti? Et cette question n'a pas toujours de réponse immédiate. Imaginez quelque part une civilisation qui existe réellement. Elle a découvert la radio il y a 300 ans. Depuis, elle envoie peut-être des signaux dans plusieurs directions, volontairement, pour tenter d'être entendue, ou simplement parce que certaines de ces technologies laissent échapper des émissions dans l'espace. Ces ondes voyagent à la vitesse de la lumière. Rien ne peut transporter une information plus vite. Si cette civilisation se trouve à 10 000 années-lumière de nous, un signal envoyé il y a 300 ans est encore en chemin. Il lui reste environ 9700 ans de voyage avant d'atteindre la Terre. Prenez Bételgeuse. Sa distance reste difficile à mesurer avec une parfaite précision, mais elle se trouve à environ 700 années-lumière. La lumière que vous voyez ce soir en levant les yeux a donc quitté cette étoile il y a près de 7 siècles. Sur Terre, la guerre de 100 ans n'avait pas encore commencé. Personne ne pouvait alors imaginer qu'un jour nous comprendrions que cette lumière avait traversé les siècles avant de parvenir jusqu'à nous. Prenez une étoile située à un peu plus de 500 années-lumière. La lumière que nous en recevons aujourd'hui est partie à peu près à l'époque des premiers voyages de Christophe Colomb vers les Caraïbes. La représentation européenne du monde allait être profondément bouleversée. Pendant tout ce temps, cette lumière a poursuivi son voyage jusqu'à nos yeux. Ce qui se produit aujourd'hui autour de cette étoile ne nous sera révélé que dans plusieurs siècles.
Nous pourrions pointer nos meilleurs instruments exactement dans sa direction. Nous ne la verrions jamais telle qu'elle est au même instant. Pour les étoiles les plus proches, nous ne regardons que quelques années en arrière. Pour d'autres, plusieurs siècles. Et pour les plus lointaines de notre galaxie, des milliers ou des dizaines de milliers d'années. Ce délai ne prouve rien sur l'existence d'une civilisation. Il nous rappelle seulement qu'aucune information ne peut nous parvenir plus vite que la lumière. Mais un signal capable de voyager très loin n'est pas nécessairement capable d'être entendu très loin. La lumière visible et les ondes radio sont deux formes différentes d'un même phénomène. Les ondes électromagnétiques. Nos yeux perçoivent la lumière visible. Nos antennes détectent les ondes radio. Les infrarouges, les ultraviolets et les rayons X appartiennent à la même famille. Leurs longueurs d'onde sont différentes, mais, dans le vide, elles se déplacent toutes à la même vitesse. Et toutes s'affaiblissent avec la distance. Lorsqu'une source émet dans toutes les directions, son énergie se répartit dans un espace de plus en plus vaste. À 2 fois la distance, l'intensité reçue est environ 4 fois plus faible. À 10 fois la distance, elle est environ 100 fois plus faible. L'onde ne disparaît pas nécessairement. Elle continue son voyage, mais elle peut devenir si faible qu'un instrument ne parvient plus à la distinguer de tout ce que l'univers émet autour d'elle. La lumière visible se disperse de la même manière. Seulement, une étoile libère une quantité d'énergie si immense que nous pouvons encore la voir à des distances considérables. Une émission de télévision, un téléphone ou un réseau sans fil sont infiniment moins puissants. Leurs ondes peuvent quitter la Terre, mais elles deviennent rapidement très difficiles à détecter à une distance interstellaire. Un radar très puissant peut être repéré beaucoup plus loin. Un laser dirigé concentre sa lumière dans un cône beaucoup plus étroit. Son faisceau s'élargit lui aussi avec la distance, mais son énergie reste concentrée sur une région bien plus petite que celle d'une émission envoyée dans toutes les directions. Ainsi, un signal peut avoir traversé une région de l'univers sans que personne ne le remarque. Non parce qu'il n'est jamais arrivé, mais parce qu'à son arrivée, il était devenu trop faible pour être reconnu. Et ce retard peut aussi nous tromper dans l'autre sens. Imaginez une civilisation qui a réellement existé, quelque part, il y a très longtemps. Elle a émis des signaux pendant des siècles. Elle a peut-être cherché, elle aussi, à savoir si elle était seule. Puis, pour une raison que nous ignorons, ses émissions se sont arrêtées. Sa technologie a changé. Elle a quitté son monde. Ou sa civilisation a disparu. Son dernier signal, pourtant, poursuit son voyage. Il traverse l'espace, indifférent à ce qui s'est produit depuis sur le monde qu'il a envoyé. Et un jour, s'il est encore suffisamment puissant pour être détecté, il nous atteint. Nous captons ce signal sur Terre. Nous l'analysons. Nous vérifions qu'il ne correspond à aucun phénomène naturel connu. Et, pour la première fois, nous découvrons peut-être la preuve qu'une autre intelligence a existé. Mais ceux qui ont envoyé ce message ne sont pas nécessairement encore là. Nous ne serions peut-être pas en train de parler à quelqu'un. Nous serions en train de recevoir une lettre écrite il y a très longtemps, sans savoir si son auteur peut encore nous répondre. Il en va de même pour la lumière d'une étoile lointaine. Elle peut continuer à nous parvenir alors que l'étoile a profondément changé, ou même cessé d'exister sous la forme que nous observons. Le signal prouverait qu'une civilisation existait au moment de son émission. Il ne nous apprendrait pas, à lui seul, ce qu'elle est devenue depuis.
Retournons maintenant la question vers la Terre. Et si une civilisation avait déjà observé notre planète, mais n'y avait décelé aucune vie intelligente, elle aurait pourtant regardé exactement au bon endroit. Elle aurait pu découvrir une planète bleue, des océans, une atmosphère, et même les signes d'un monde vivant. Mais aucune émission artificielle, aucune technologie détectable, rien qui puisse lui révéler notre présence. Elle nous aurait simplement cherché trop tôt, à une époque où l'humanité n'existait pas encore, ou ne produisait encore aucune trace reconnaissable depuis les étoiles. Elle aurait pu détourner son regard sans avoir la moindre raison de penser qu'une civilisation capable d'observer l'univers existait ici. Et si, un jour, la première preuve de notre existence parvenait enfin jusqu'à une civilisation lointaine, que découvrirait-elle réellement? Entre le départ de cette preuve et son arrivée, l'humanité pourrait avoir profondément changé. Elle pourrait avoir quitté la Terre, portée par une technologie devenue capable de rejoindre d'autres mondes. Ou notre civilisation pourrait s'être éteinte. Nous ne sommes donc pas seulement ceux qui cherchent. Quelque part, nous pourrions aussi être ceux que l'on découvre trop tôt ou trop tard. Une trace regardée avec émerveillement, sans que personne puisse savoir immédiatement ce qu'est devenue la civilisation qui l'a produite. Dans cette histoire, ni eux ni nous ne pouvons être certains d'observer une présence actuelle. Il reste encore un obstacle. Une civilisation n'est pas nécessairement détectable pendant toute son existence. Durant des milliers, peut-être des millions d'années, une espèce intelligente pourrait ne produire aucun signe que nous sachions reconnaître à distance. Puis viendrait une période technologique, des émissions radio, des lasers, des modifications artificielles de son atmosphère, ou d'autres traces que nous ne savons pas encore imaginer. Prenez l'humanité. Notre espèce existe depuis environ 300 000 ans, mais la Terre ne produit des technosignatures radio que depuis un peu plus d'un siècle. Et toutes ne sont pas détectables à la même distance. Certaines émissions très puissantes pourraient être repérées de loin. La plupart de nos communications ordinaires seraient beaucoup plus difficiles à isoler du bruit cosmique. Nous ignorons combien de temps notre période détectable durera. Des siècles, des millénaires, ou beaucoup plus longtemps. Nous pourrions aussi adopter un jour des technologies plus discrètes et devenir difficiles à reconnaître pour une civilisation qui rechercherait précisément nos émissions actuelles. Pour qu'un monde découvre l'autre, il faut donc qu'une trace parte à une époque où elle peut être détectée. Il faut ensuite qu'elle arrive pendant que quelqu'un possède les instruments capables de la reconnaître. Et pour qu'une véritable conversation commence, il faut davantage encore. Il faut que le monde qui a envoyé le premier message soit toujours en mesure de recevoir la réponse. C'est un peu comme si deux personnes essayaient de se croiser dans l'obscurité, mais que chacune n'avait le droit d'ouvrir les yeux qu'une seule seconde, une fois tous les 1000 ans. Elles pourraient passer tout près l'une de l'autre. Mais si l'une ouvre les yeux trop tôt et l'autre trop tard, elles ne sauront jamais qu'elles se sont croisées. Le silence de l'univers n'est peut-être pas un silence. C'est peut-être une multitude de voix très brèves, dont les échos arrivent trop tôt ou beaucoup trop tard. Imaginons malgré tout que ce jour arrive. Dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, une civilisation lointaine détecte enfin l'une des premières traces technologiques de l'humanité. Une émission radio suffisamment puissante. Un signal envoyé volontairement vers les étoiles. Ou une autre empreinte de notre activité,
reconnue par des instruments bien plus perfectionnés que les nôtres. Elle tourne alors son regard vers le Soleil. Elle comprend qu'une civilisation est apparue autour de cette étoile ordinaire. Elle sait enfin que nous avons existé, mais elle ne sait pas encore ce que nous sommes devenus. Au moment où elle reçoit cette trace, sommes-nous toujours sur Terre? L'humanité a pu changer au point de ne plus se reconnaître elle-même dans ce vieux signal. Elle a pu quitter sa planète d'origine pour rejoindre d'autres mondes, où sa civilisation a pu disparaître. Pendant tout ce temps, notre ancienne émission aurait continué son voyage sans nous. Pour ceux qui la recevraient, elle serait nouvelle. Pour nous, elle appartiendrait déjà à un passé très lointain. Ils croiraient assister à notre apparition, alors qu'ils découvriraient seulement l'un des premiers chapitres de notre histoire. Alors, résumons un instant ce que la distance impose à toute conversation. Imaginez deux horloges, quelque part dans l'univers. Chacune ne sonne qu'une fois, à un moment précis de son existence. Elles se trouvent à des milliers d'années-lumière l'une de l'autre. Pour que la seconde entende la première, elles n'ont pas besoin de sonner au même instant. Mais il faut que la sonnerie de la première traverse toute la distance qui les sépare, et que la seconde soit encore capable de l'entendre lorsqu'elle lui parvient. Puis, si elle répond, le voyage recommence dans l'autre sens. Entre deux mondes séparés par 10 000 années-lumière, une question et sa réponse demanderaient au minimum 20 000 ans. Lorsque la réponse arriverait enfin, le premier monde aurait pu changer de langue, de technologie ou de planète. Sa civilisation aurait même pu disparaître. Ce n'est donc pas seulement l'espace qui nous sépare des autres civilisations, c'est le temps que cette distance impose à chaque parole. Nous regardons le ciel en pensant chercher quelqu'un, mais nous cherchons aussi un instant précis dans l'histoire d'un autre monde. L'instant dont la trace nous parvient pendant que nous sommes capables de la reconnaître. Et si nous répondons, rien ne garantit que quelqu'un sera encore là lorsque notre réponse arrivera. Deux horloges peuvent donc exister dans le même univers. Elles peuvent sonner. Elles peuvent laisser voyager leur écho pendant des millénaires, sans jamais parvenir à s'entendre. Peut-être que cela s'est déjà produit. Il reste une dernière possibilité. Et si cela s'était déjà produit? Imaginez un signal venu d'ailleurs qui aurait traversé la Terre il y a 1000 ans, ou 10 000 ans, à une époque où personne sur notre planète ne possédait le moindre instrument capable de le reconnaître. Il serait passé à travers notre ciel, au-dessus des océans, des forêts et de nos ancêtres. Puis, il aurait poursuivi son voyage. Un signal artificiel aurait réellement atteint la Terre, mais aucun regard n'aurait été prêt à le voir, aucune antenne à le recevoir, aucune mémoire à en conserver la trace. L'inverse est également possible. Certaines de nos émissions les plus anciennes voyagent dans l'espace depuis un peu plus d'un siècle. Elles n'ont donc pu atteindre que des systèmes situés dans un rayon d'un peu plus de 100 années-lumière. L'une de nos émissions les plus puissantes a pu croiser un monde relativement proche. Mais si ce monde ne possédait encore aucun instrument capable de la détecter, elle l'aurait traversée sans être reconnue. Alors, le silence de l'univers ne signifie pas nécessairement que rien n'a jamais voyagé entre les étoiles. Des signaux ont pu passer, des mondes ont pu se frôler par leurs émissions, des rendez-vous ont pu avoir lieu sans témoin. Nous ne le saurons jamais. Non parce que rien ne s'est produit, mais parce que personne n'était prêt à le remarquer. Alors, résumons ce voyage. Le ciel n'est peut-être pas silencieux parce qu'il est vide.
Il peut nous sembler silencieux parce qu'une voix doit franchir une distance immense, rester assez puissante pour être détectée et rencontrer, à son arrivée, quelqu'un capable de la reconnaître. Nous cherchons des voisins en levant les yeux, mais nous cherchons aussi un instant précis dans l'histoire d'un autre monde, celui où une trace est partie, et celui où, après avoir traversé l'espace, elle rencontre enfin un regard capable de la comprendre. Un jour, ce rendez-vous aura peut-être lieu. Il a peut-être déjà eu lieu quelque part, sans témoin. Et il se peut également qu'aucune voix ne nous parvienne jamais. Nous ne savons pas si d'autres civilisations existent. Nous ne savons pas si elles ont déjà existé. Mais le silence que nous observons ne suffit pas, à lui seul, à prouver que nous sommes seuls. Il reste alors une chose que le temps ne peut pas nous enlever. Continuer à regarder, continuer à écouter et continuer à envoyer quelques signes de notre présence, sans certitude d'être un jour entendu. C'est peut-être cela, la véritable résistance poétique. Ne pas prétendre vaincre le silence, mais choisir d'y répondre quand même, patiemment, comme un signal envoyé vers un instant que nous ne verrons peut-être jamais.